Il suffisait d'une seule de ces grimaces élastiques, d'un grognement colérique ou d'une cascade millimétrée pour déclencher l'hilarité générale à travers tout l'Hexagone. Pourtant, lorsque le rideau est tombé définitivement sur son existence, il n'y avait aucune équipe de tournage, pas la moindre ovation et aucune punchline pour conclure la scène. Louis de Funès, ce maestro du rire qui a donné vie aux figures les plus emblématiques du 7e art, a vécu ces dernières 24 heures dans une quiétude presque absolue à des années-lumière des feux de la rampe qu'il avait si longtemps accaparés. Mais quels événements dramatiques se sont réellement déroulés derrière les murs épais de son château cette nuit fatidique? Et pour quelles raisons obscures une poignée seulement de ses collègues du show business se sont-ils déplacés pour lui rendre un dernier hommage? Plus intrigant encore, quel secret angoissant se dissimulait derrière cette liste de numéros d'urgence frénétiquement placardés à côté de chaque combiné téléphonique de sa vaste demeure? La vérité à la fois discrète et bouleversante risque de transformer radicalement et pour toujours l'image que vous gardez de ce géant de l'humour. Celui qui a porté le rire de la nation sur ses épaules a vu le jour le 31 juillet 1914 à Courbevoie. Contrairement aux légendes instantanées, l'ascension de Louis de Funès vers la gloire fut tout sauf un sprint immédiat. Descendant d'une famille de la noblesse espagnole ruinée, cet écolier indiscipliné a enchaîné les petits boulots d'apprenti fourreur à étudiant en cinéma errant longtemps dans l'ombre avant de finalement découvrir sa véritable vocation. Ses débuts furent modestes, usant ses doigts sur les claviers des bars à ambiance, où il improvisait du jazz avant de brûler les planches des théâtres pour enfin tenter sa chance devant l'objectif des caméras. Il a gravi les échelons un à un, passant de simples silhouettes anonymes au statut de monument national propulsé par des prestations d'une intensité rare. Impossible d'oublier son génie dans des chefs-d'œuvre comme Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Recordman, La Grande Vadrouille, la saga Fantomas, ou encore le culte aventure de Rabbi Jacob. Il a inventé une signature comique sans précédent, une gestuelle frénétique, un débit de paroles mitraillettes et des explosions de colère théâtrale devenues sa marque de fabrique. Toute cette énergie volcanique était comprimée dans le physique modeste d'un homme ne mesurant qu'1,64 m, prouvant que le talent n'a pas de taille. Durant son âge d'or, il régnait sans partage comme l'acteur le plus chéri et le plus bankable du pays, ses films attirant plus de 150 millions de spectateurs dans les salles obscures en l'espace de 2 décennies. Cependant, le grand public ignorait que derrière chaque éclat de rire se dissimulait une dualité frappante. Cet homme menait littéralement une double vie. Si le monde l'adulait pour ses rôles de petit chef tyrannique, colérique et névrosé, le véritable Louis, une fois les projecteurs éteints, se révélait être une personnalité d'une complexité touchante, rongée par l'anxiété. À 1000 lieues des personnages exubérants et bruyants qu'il incarnait avec brio, il privilégiait une vie monacale extrêmement régulée, dictée par une discipline de fer, une ferveur catholique inébranlable et une obsession permanente pour son état de santé. Sa foi était le pilier de son existence. Il ne manquait jamais une occasion d'assister à la messe, s'adonnant à la prière chaque jour que Dieu faisait et parlant volontiers de sa confiance absolue en la justice céleste et en la possibilité du rachat des âmes. Ses proches, tout comme les hommes d'église qu'il fréquentait, témoignaient d'une spiritualité qui n'avait rien de superficiel, mais qui était au contraire viscérale et ancrée dans son quotidien. Son union avec Jeanne-Augustine Barthélemy, scellée en 1943, constituait le socle indéfectible de son parcours. De cet amour naquirent 2 garçons. L'aîné Patrick, né en 1944, choisira la voie de la médecine, tandis que le cadet Olivier, venu au monde en 1949, partagera parfois l'affiche avec son illustre père. C'est en 1967, fort de sa fortune cinématographique, que Louis fit l'acquisition du château de Clermont, une splendide bâtisse du XVIIe siècle nichée au Cellier, non loin de Nantes. Dans ce havre de paix, il se transformait en gentleman farmer, consacrant ses heures à la culture de ses précieuses roses, faisant sortir de terre des légumes biologiques, taquinant le poisson dans la Loire voisine et s'enfermant dans une solitude choisie bien loin du tumulte et de l'hypocrisie du show business parisien. Toutefois, cette façade de bonheur domestique parfait se fissurait en coulisses, ses ultimes années étant tourmentées par un dilemme moral et une liaison secrète intense. À l'aube des années 1980,
Louis de Funès tissa des liens profonds et intimes avec Macha Béranger, la célèbre voix de la nuit adulée pour son programme radiophonique Allo Macha, où elle recueillait les confidences des âmes en peine. Béranger, femme à l'esprit vif et d'une grande intelligence, s'imposa rapidement comme bien plus qu'une amie, elle devint son refuge émotionnel et une source d'inspiration artistique pour la star vieillissante. Même si aucun des deux n'a jamais officialisé cette idylle publiquement, leur proximité n'était un secret pour personne au sein de l'industrie du spectacle. Le regretté Michel Galabru, son éternel complice à l'écran et ami fidèle, a d'ailleurs confirmé que leur attachement dépassait largement le cadre de la simple camaraderie professionnelle. Durant la production du film Le gendarme et les gendarmettes, Louis a fermement exigé la présence constante de Macha à ses côtés, ne supportant pas son éloignement. Dans ses mémoires intitulés Les rôles de Ma vie, Galabru raconte une anecdote croustillante de Funès avait ordonné l'installation de la loge de Macha au rez-de-chaussée, stratégiquement choisie pour lui permettre de fuir par la fenêtre si son épouse Jeanne débarquait sans prévenir. Cependant, Madame de Funès, loin d'être dupe, sentait instantanément la fébrilité suspecte qui régnait sur le plateau à chacune de ses visites. Elle avait tout deviné, se remémorait Galabru avec lucidité. En réaction, Jeanne décida de marquer son territoire, elle accompagnait Louis dès l'aube et ne quittait plus le plateau de tournage avant le clap de fin, assurant une surveillance de tous les instants. Ce ménage à trois officieux engendra une atmosphère électrique, une tension sourde mais omniprésente qui pesait lourdement sur l'intimité du comédien. Il n'a pourtant jamais été question pour lui d'abandonner son épouse légitime, à qui il restait attaché par les liens sacrés du mariage et par une affection profonde, mais sa passion pour Macha devenait une évidence aveuglante impossible à camoufler davantage. Les biographes et les amis proches s'accordent à dire que cette dualité était devenue une source de torture mentale pour l'acteur. Tiraillé entre sa loyauté envers Jeanne, pilier de sa réussite, et l'élan vital que lui procurait l'esprit créatif de Macha, il finissait ses jours dans un tourbillon émotionnel complexe. Dans les salons feutrés du tout Paris, les langues se déliaient pour les uns. Il s'agissait d'une passade banale, une tentative désespérée de rattraper une jeunesse fuyante. Pour d'autres, c'était le symptôme d'une connexion sentimentale bien plus intense, un lien toxique qu'il ne savait briser sans déclencher un séisme médiatique. Face à cette tempête sous un crâne, Jeanne de Funès, gardienne inébranlable du temple familial, opposa un mur de silence absolu, refusant catégoriquement d'alimenter la machine à rumeurs. Pourtant, dans l'intimité, ceux qui côtoyaient le couple décrivaient une femme profondément meurtrie, mais dont la volonté de faire restait focalisée sur un unique objectif, sauver les apparences et protéger la sacralité de leur union aux yeux du monde. Sa stratégie ne fut pas celle du conflit ouvert ni des scènes de ménage, mais celle de l'occupation du terrain. Elle devint l'ombre de son mari, intensifiant sa présence à ses côtés jusqu'à l'étouffement. Elle le marquait à la culotte, ne le quittant plus d'une semelle, particulièrement sur les plateaux de tournage où elle veillait au grain comme une sentinelle jalouse. De son côté, Louis, catholique fervent et obsédé par la respectabilité, maintenait coûte que coûte cette façade de bonheur conjugal terrorisé à l'idée qu'un scandale d'adultère puisse entacher sa légende ou éclabousser la vie de ses fils. Mais derrière le masque du comique, la mécanique humaine soumise à une pression insoutenable était sur le point de rompre brutalement. C'est en mars 1975 que le destin frappa Louis de Funès, affronta l'épreuve physique la plus terrifiante de son existence. Au matin du 21 mars, seul dans son appartement parisien, une douleur fulgurante lui déchira la poitrine, son premier infarctus du myocarde. L'attaque fut d'une violence inouïe, soudaine, laissant entrevoir le spectre de la mort à cet homme qui n'avait jamais cessé de courir. L'évacuation vers l'hôpital Necker fut immédiate, une course contre la montre où les spécialistes réussirent non sans mal à stabiliser ses fonctions vitales. À cet instant précis, le grand public fut maintenu dans une ignorance quasi totale, la gravité de la situation étant soigneusement filtrée par son entourage. Un communiqué laconique fut diffusé minimisant l'alerte en parlant d'un simple coup de fatigue cardiaque, une manœuvre classique pour rassurer les millions de fans tout en cachant la vérité. Hélas, cette accalmie fut illusoire. Le 30 mars, à peine 9 jours après la première alerte, alors qu'il devisait paisiblement avec Jeanne, la foudre tomba une seconde fois avec une férocité décuplée. Cette fois-ci, il n'eut pas de lutte, le géant du rire s'effondra, son corps refusant tout service.
Les sirènes hurlèrent à nouveau dans Paris et le transport vers les urgences se fit dans une atmosphère de panique contenue. Le pronostic vital était engagé. Dans les couloirs de l'hôpital, l'ambiance était lourde et les médecins durent déployer tout leur savoir-faire pour l'arracher aux griffes de la mort. Sous assistance respiratoire bourrée de morphine pour calmer la douleur, il fut placé en soins intensifs sous une surveillance de chaque seconde, le corps médical étant désormais formel et sans appel. La carrière de Louis de Funès, telle qu'il la concevait, était terminée pour suivre à ce rythme effréné, équivalait à signer son arrêt de mort à très brève échéance. Son cœur, désormais fragile comme du cristal, ne pouvait plus tolérer les surrégimes, ses colères homériques et ses grimaces élastiques qui avaient fait sa gloire planétaire. Chaque mouvement brusque, chaque hurlement, chaque trépignement qui caractérisait son génie comique devenait une arme braquée contre sa propre vie. Le verdict tomba comme un couperet de guillotine s'il voulait espérer voir grandir ses petits-enfants. La retraite immédiate et définitive était la seule option sur la table. Résigné après ce double avertissement du destin, Louis accepta de se soumettre à une longue, très longue période de convalescence forcée. Il dut faire une croix sur tout annulant d'un trait de plume ses contrats, y compris le projet pharaonique de Gérard Houry, le Crocodile, où il devait camper un dictateur sud-américain hystérique. La pré-production était pourtant avancée, les repérages à l'étranger bouclés, et Louis s'était investi corps et âme dans ce scénario taillé sur mesure pour sa démesure. Mais face au veto catégorique des cardiologues, les assurances se retirèrent, le projet fut enterré, et l'acteur dut dire adieu au projecteur pour s'isoler du monde. Il se replia dans sa forteresse, le château de Clermont, au cellier, loin du tumulte parisien et des tentations du show business. Là-bas, sa vie devint celle d'un moine soldat, une existence millimétrée, régie par un régime draconien bannissant le sel, la viande rouge, les spiritueux et tout excès. Adieu les grands repas gastronomiques, place à une austérité monacale, poissons, vapeur, légumes à l'eau, et soupe légère devinrent son quotidien morose. Sa table de chevet se couvrit de pilules pour réguler sa tension et son cholestérol, et son agenda ne se remplissait plus que de rendez-vous médicaux anxiogènes. Ses seuls échappatoires physiques se résumaient désormais à tailler ses rosiers chéris et à effectuer de lentes promenades mélancoliques dans les allées de son parc immense. L'angoisse de la rechute était telle que même la téléphonie de la maison fut repensée. Jeanne avait placardé les numéros de survie à côté de chaque poste. SAMU, centre antipoison urgence cardiologique, tout était prêt pour parer à une troisième attaque transformant la demeure familiale en une sorte d'antichambre médicalisée. Paradoxalement, dans les premiers temps de Funès, ressentit un immense soulagement, comme si on lui retirait un fardeau de 100 kilos des épaules. Il confia plus tard à la presse, notamment à l'Express, cette réaction surprenante. Quand la sentence est tombée m'interdisant le métier, j'ai exulté intérieurement, une véritable euphorie m'a traversée. Il se disait alors « Enfin, je vais pouvoir retrouver mes carottes, écouter les oiseaux aller à la pêche, toutes ces choses simples que la gloire m'avait volées. » Mais cette lune de miel avec la retraite fut éphémère. L'ennui insidieux et toxique ne tarda pas à s'installer, transformant la tranquillité rurale en une cage dorée où Louis tournait en rond comme un lion en cage. Si son cœur tenait le coup, son esprit lui commençait à flancher l'idée insupportable de ne plus jamais entendre un rire dans la salle, de ne plus sentir cette électricité du public le plonger dans une dépression noire. Il avoua plus tard avec une honnêteté poignante « Ce soir-là, en regardant le coucher de soleil, j'ai compris. Une tristesse infinie m'a submergée, car même si la raison me dictait d'arrêter mes tripes, elles hurlèrent de continuer. Je ne voulais pas que le rideau tombe ainsi. » Cette traversée du désert dura des mois, une éternité, pour un homme habitué à vivre à 100 à l'heure. Il essayait de se convaincre que cette vie calme était la bonne, mais le démon de la scène le démangeait, attisé par les appels des producteurs et l'attente d'un public orphelin. Au début de l'année 1976, bravant les mises en garde de la faculté de médecine, Louis prit la décision risquée de remonter sur le ring. Il orchestra son grand retour avec le film « L'aile ou la cuisse », formant un duo inattendu et explosif avec l'idole de la nouvelle génération Coluche. Mais ce ne fut pas un retour à la légère, tout fut calculé, négocié et adapté pour que le cœur de la star ne lâche pas en plein plan. Le plan de travail fut aménagé avec une rigueur militaire, horaire allégé, sieste obligatoire, doublure pour le moindre effort et une réinvention totale de son jeu moins physique mais tout aussi génial. Cependant, sa fougue légendaire et sa précision comique, elle n'avait pas pris une seule ride.
Ce fut un véritable raz-de-marée au box-office, attirant plus de 6 millions de Français dans les salles obscures et confirmant de manière indéniable qu'il restait le patron incontesté de l'humour hexagonal. Galvanisé par ce triomphe inespéré, il s'ouvrit à nouveau aux propositions d'abord avec une certaine réticence défensive avant de retrouver une assurance presque totale. L'année 1978 marqua la sortie de L'Azizanie, une nouvelle réussite commerciale qui fit trembler les murs des cinémas. 2 ans plus tard, en 1980, il concrétisa enfin son obsession artistique ultime, co-réaliser et incarner le rôle-titre de l'avare, revisitant le grand Molière à sa façon. Si la critique fit la fine bouche devant cette audace, ce long-métrage représentait tout pour lui l'aboutissement d'un vieux fantasme, celui de marier le théâtre noble à son propre langage cinématographique déjanté. Le calendrier avança jusqu'en 1981, année où il s'illustra dans La soupe aux choux, une fable agraire et futuriste complètement loufoque où son génie comique rencontrait l'absurdité extraterrestre. Puis vint 1982, l'année du clap de fin pour la brigade de Saint-Tropez, avec Le Gendarme et les Gendarmettes, 6e et ultime opus de la saga culte. Il avait beau économiser ses gestes et modérer ses colères homériques à l'écran, la réalité biologique implacable le rattrapait toujours en traître. Le grand Louis de Funès ne s'était jamais véritablement remis du terrible choc cardiaque survenu en 1975. Ses réserves d'énergie fondaient désormais comme neige au soleil. Les tournées promotionnelles, les voyages incessants et les marathons sur les plateaux de tournage devenaient pour lui des épreuves quasi insurmontables. Même en s'efforçant de brider sa nature explosive, le métier d'acteur réclamait une vigueur qu'il n'avait plus, et l'équipe technique voyait bien que la flamme vacillait dangereusement derrière le rideau. Certains témoins décrivaient une ombre, un homme lourd de silence épuisé et replié sur lui-même dès que le réalisateur criait « Coupez !». D'autres se rappellent d'un phénomène étrange, il s'allumait brusquement sous les projecteurs avec une vivacité inouïe pour s'éteindre instantanément la seconde d'après, retombant dans un mutisme total. La maladie n'avait pas juste fragilisé son cœur, elle lui avait volé son arrogance vitale, cette certitude intérieure d'être intouchable. Pourtant capituler était hors de question, comme il le martelait souvent avec une obstination farouche. « Si je cesse de faire l'acteur, je ne sers plus à rien. C'est mon unique talent, ma seule raison d'être sur cette terre. Au moins, quand je déclenche l'hilarité des gens, j'ai la sensation apaisante d'apporter un peu de bien dans ce monde. » C'est cette foi inébranlable qui le maintenait vertical, mais la corde était trop tendue et il n'y aurait pas de miracle supplémentaire, malgré sa santé qui déclinait à vue d'œil. L'esprit toujours en ébullition, Louis projetait d'adapter Les Morticoles, une charge féroce et satirique contre le milieu médical. Il brûlait d'envie de rejouer son mythique Oscar et parlait avec ferveur du Crocodile, ce film où il devait camper un dictateur paranoïaque orchestrant son faux attentat. Puis arriva le mois de décembre, où il assista à une représentation de la pièce « Papy fait de la résistance » et sortit de la salle absolument conquis par cet humour nouveau. Christian Fechner, son producteur fidèle, le supplia presque à genoux d'accepter le rôle principal pour l'adaptation grand écran. Louis dit oui. En coulisses, on le vit rire aux éclats avec la jeune troupe du Splendide, rajeunie par leur énergie débordante et leurs idées folles. Fechner se souvient d'un homme radieux, au sommet de son art comique, donnant l'illusion parfaite qu'une nouvelle ère glorieuse s'ouvrait pour la star. Tragiquement, c'était un leurre, c'était bel et bien l'acte final qui se jouait. Voici le récit poignant de ses ultimes instants dans sa demeure seigneuriale. Fin décembre 1982, à peine libéré de la promotion harassante des Gendarmettes, Louis de Funès consentit la mort dans l'âme à partir en voyage familial à la neige. Ce sacrifice, il ne le fit que pour une seule personne au monde, sa petite-fille Julia, une enfant de 4 ans qui débutait tout juste l'apprentissage du ski. Louis avait une sainte horreur du gel des flocons et de l'altitude, mais son devoir familial et son amour pour la petite primèrent sur son confort personnel. En grand-père modèle, il tenait à surveiller ses leçons, piétinant dans la neige au bord des pistes sans jamais chausser de ski lui-même. La famille posa ses valises aux Arcs, une station savoyarde suggérée par son ami l'imitateur Thierry Leluron. Sur place, l'anxiété le rongeait. Il resta sur ses gardes, interdisant formellement le club enfant pour Julia hantée par la psychose d'un rapt ou d'un drame. Ses nerfs étaient à vif, transformant ses vacances en une mission de surveillance constante et épuisante.
Malheureusement, l'air raréfié des cimes commença à faire son œuvre néfaste sur son organisme fragilisé. Il évoqua rapidement une lassitude anormale, le souffle court et des frissons qui le parcouraient de part en part. Ce qu'il prenait pour un simple coup de pompe vira à la mauvaise grippe qui ne voulait pas le lâcher, s'accrochant à lui avec persistance. Revenu en son château de Clermont début janvier 1983, l'état de Louis stagna. Loin de récupérer, il sombra dans une léthargie de plus en plus inquiétante. Lui qui vénérait ses fleurs délaissa le jardin ignorant ses rosiers chéris, qu'il avait coutume de tailler avec une précision maniaque, sécateur en main. L'hyperactif qui autrefois arpentait les plateaux de cinéma avec une énergie nucléaire sans répit passait à présent ses journées prostré dans un silence de cathédrale oscillant entre son lit et un fauteuil tourné vers la fenêtre grise. Jeanne, son épouse dévouée et compagne de route depuis plus de 40 ans, s'était métamorphosée en véritable garde-malade, veillant sur lui nuit et jour sans relâche. L'angoisse était palpable dans la demeure des listes de numéros d'urgence vitaux, incluant les pompiers, l'hôpital, la police, et le centre antipoison était placardé frénétiquement à côté de chaque combiné téléphonique du château. Cette obsession sécuritaire n'était pas nouvelle, c'était une habitude glaçante adoptée dès ses premières alertes cardiaques et ses infarctus terrifiants de 1975. L'acteur ne jouait plus avec le feu, il refusait de prendre le moindre risque, conscient que son cœur ne tenait plus qu'à un fil. Des amis proches et des voisins témoigneront plus tard, la gorge serrée, avoir vu Jeanne l'observer avec une inquiétude maternelle, restant parfois assise des heures entières, dans un silence pesant, sentant intuitivement que la fin approchait. Quelque chose de fondamental s'était brisé en lui. Même les gestes les plus banals du quotidien, comme lire un journal ou décrocher le téléphone, semblaient aspirer ses dernières forces vitales. Le fatidique jeudi 27 janvier 1983. En début de soirée, Louis fut foudroyé par une nouvelle attaque cardiaque brutale et impitoyable. Ce drame était probablement l'aboutissement tragique d'une grippe mal soignée et de la fragilité chronique d'un système cardiovasculaire usé par des années de survoltage. Jeanne, témoin impuissante de la scène, le vit s'effondrer sous ses yeux et dans un réflexe de survie, elle alerta immédiatement les secours, le cœur battant à tout rompre. Une ambulance fendit la nuit pour arriver au plus vite, transportant le corps inerte de la star vers le centre hospitalier universitaire de Nantes, dans une course contre la montre désespérée. Mais l'acharnement des médecins fut vain. Le géant du rire Louis de Funès tira sa révérence et s'éteignit aux alentours de 20h30. Il était âgé de 68 ans. Le verdict tomba comme un couperet, un infarctus massif du myocarde, le 3e en moins de 10 ans, celui de trop que son corps épuisé ne put cette fois surmonter. La terrible nouvelle se propagea comme une traînée de poudre à travers le pays au cœur de la nuit noire. Au petit matin, le choc fut national, toute la presse française titrait en lettres capitales sur la disparition du maestro. Louis de Funès est mort victime de son cœur. Les chaînes de télévision et les stations de radio bouleversèrent leurs programmes pour diffuser en boucle des hommages et des rétrospectives de sa carrière légendaire. Le public était sous le choc incrédule. Même si ses apparitions s'étaient raréfiées, il restait dans l'imaginaire collectif cet homme électrique, vif et apparemment indestructible, prêt à tourner encore et encore. Très peu de gens savaient à quel point le mal le rongeait de l'intérieur et combien il était réellement affaibli derrière son masque de comique. Les adieux ultimes eurent lieu le samedi 29 janvier en l'église Saint-Martin du Cellier, un modeste édifice situé à quelques minutes à peine de sa forteresse privée. L'événement provoqua une marée humaine, plus de 2000 personnes affluèrent, dépassant largement la capacité d'accueil de la petite église de village. Plusieurs centaines d'anonymes restèrent à grelotter dehors dans le froid hivernal, tendant l'oreille pour capter un fragment de la cérémonie, le visage grave. Pour la plupart, c'étaient des habitants du village venus saluer non pas la star internationale, mais l'homme discret qui avait partagé leur quotidien pendant plus de 15 ans. Ils ne le décrivaient jamais comme une célébrité inaccessible, mais comme un voisin d'une humilité touchante qui faisait la queue chez les commerçants, soutenait l'artisanat local et avait toujours un mot gentil pour les enfants. En revanche, un scandale silencieux se dessinait du côté des bancs réservés aux VIP. La présence du gratin du cinéma français fut, pour le dire poliment, d'une maigreur embarrassante frôlant l'insulte. Seule une poignée de fidèles fit le déplacement, parmi lesquels l'acteur Michel Galabru en larmes, le producteur Christian Fechner et l'actrice Colette Brossé.
De nombreux réalisateurs, producteurs et stars de l'époque brillèrent par leur absence, confirmant la rumeur d'une mise au placard orchestrée par l'élite culturelle parisienne qui méprisait son style. Il était jugé trop commercial, trop grimaçant, pas assez intellectuel pour les salons parisiens. On lui reprochait sa popularité bas de gamme et ses opinions politiques conservatrices, ce qui lui valait d'être snobé par le milieu. D'autres observateurs soulignèrent que sa foi catholique ardente et son repli sur un cercle familial restreint l'avaient coupé des mondanités et des excès du show business. Le curé de la paroisse, l'abbé Maurice, qui avait connu l'homme derrière l'artiste, prononça une homélie bouleversante de vérité. « La France pleure un grand acteur, mais moi je pleure un ami. » C'était un homme habité par une foi profonde et vivante loin des paillettes. J'ai vu une paix immense se dessiner sur son visage lorsque je lui ai dit adieu ce dernier matin. Il semblait prêt pour le grand voyage. Le cercueil de Funès recouvert d'un drap blanc immaculé reposait au milieu d'une forêt de fleurs roses, mimosas, tulipes, gerberas et orchidées dont beaucoup avaient été coupées dans son propre jardin qu'il chérissait tant. Une foule immense de centaines de personnes accompagna le cortège funèbre à pied jusqu'au cimetière communal situé à 600 mètres de l'église. Il fut mis en terre dans une tombe qu'il avait lui-même dessinée tout près de ce château qui fut son refuge contre la folie du monde. Sa dernière demeure se voulait modeste et chargeait de symboles une simple parcelle rectangulaire plantée de rosiers bordée de petites haies et surmontée d'une croix de pierre sans fioriture. Le design rappelait volontairement une tombe militaire, un hommage discret et poignant à son frère aîné Charles, tombé au champ d'honneur pendant la Seconde Guerre mondiale. Louis avait confié un jour qu'il ne voulait ni statue de bronze ni marbre froid, juste des fleurs vivantes et le silence apaisant de la nature. Des années plus tard, après le décès de Jeanne, son nom fut gravé aux côtés de celui de son époux. Ils reposent désormais ensemble pour l'éternité. Aujourd'hui encore, en 2026, leur sépulture commune reste un lieu de pèlerinage paisible, empreint de simplicité et de respect, fidèle aux dernières volontés de Louis. Louis de Funès a consacré son existence à déclencher les rires de millions de spectateurs, mais au final, c'est le silence solennel qui a eu le dernier mot. Pas de projecteur aveuglant, pas de mise en scène grandiose, juste un homme simple rendu à la terre. Il repose dans son jardin éternel, entouré de ses roses et de l'amour des siens. Ses dernières heures furent muettes, mais elles portaient le poids écrasant d'une vie remplie d'une énergie folle de contradiction et d'un dévouement sacrificiel à son art. Est-ce que nous prenons réellement le temps de chérir nos icônes tant qu'elles sont encore de ce monde, ou attendons-nous toujours le dernier moment pour réaliser leur importance ? Dites-moi sincèrement, quelle comédie du grand Louis réussit l'exploit de vous faire hurler de rire à chaque visionnage? Je parle de ce film unique que vous pourriez regarder en boucle encore et encore, sans jamais vous lasser de ses mimiques et de ses répliques cultes, peu importe le nombre incalculable de rediffusions à votre actif. Si cette plongée bouleversante dans l'intimité de la star vous a ému, montrez votre soutien, faites exploser les pouces bleus, réagissez en commentaire et partagez massivement cette vidéo pour que nous continuions tous ensemble à faire vivre cet héritage inestimable, un éclat de rire après l'autre.